chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Aujourd'hui, je fais un petit prolongement de mon dernier épisode sur les eaux souterraines en abordant un aspect bien spécifique, l'hydrothermalisme. Ça mange quoi en hiver, ça, l'hydrothermalisme? En fait, on peut résumer ça très simplement par le chauffage des eaux souterraines par une poche de magma. Pas nécessairement super cool dit de même, mais ça, l'hydrothermalisme, pour nous simples humains vivant à la surface, c'est ce qui mène à des phénomènes beaucoup plus intéressants, comme les sources thermales, ces étangs d'eau chaude naturelle, ou les geysers, ces cheminées dans le sol par lesquelles on observe des éruptions spectaculaires d'eau chaude et de vapeur. Mais comment on en arrive à avoir des sources thermales et des geysers? D'abord, il faut savoir que le processus de formation de ces deux phénomènes est pratiquement identique, une exception près qu'on va aborder un peu plus loin. Commençons par le début. Naturellement, plus on s'enfonce dans la Terre, plus la température va augmenter, de l'ordre de 30 degrés Celsius par kilomètre environ ou 3 degrés Celsius par 100 mètres. Par contre, ce gradient de température n'est pas assez grand pour mener à la formation des geysers ou sources thermales. Non, ça prend quelque chose de beaucoup plus intense. Pour avoir de l'hydrothermalisme, on doit avoir du magma près de la surface et donc se situer dans une zone ayant connu un volcanisme récent. On s'entend, ici je m'exprime à l'échelle géologique. Donc quand je dis près de la surface, je parle de quelques kilomètres, et quand je dis récent, je parle de centaines de milliers d'années et moins. Bon, maintenant qu'on a notre source de chaleur, qu'est-ce qui se passe? Si on se rappelle nos cours de sciences, l'eau chaude est moins dense que l'eau froide et cherche donc à flotter, à remonter. Comme les eaux dans les zones volcaniques sont très acides, en remontant, elles vont former un réseau de conduites et cavités au fil du temps. Si ce réseau est plutôt constant, ne se pose pas trop à la remontée de l'eau chaude, on va alors se retrouver avec une source thermale. Par contre, si on se retrouve avec un réseau qui s'oppose à la circulation de l'eau, boum, on peut se retrouver avec un geyser. Qu'est-ce que je veux dire par un réseau qui s'oppose à l'écoulement? On peut avoir des cavités dont le point d'entrée et de sortie est le même, ou des restrictions soudaines dans la largeur de la conduite. Dans ce cas, il est possible que la largeur ne soit plus assez grande pour permettre à l'eau chaude de remonter et à l'eau froide de descendre. L'eau froide fait alors office de bouchon sur l'eau chaude. Dans les deux cas, la pression s'accumule alors, comme dans une cocotte minute ou instant pot ou pressure cooker si vous préférez. Avec une pression plus grande, ça permet à l'eau d'atteindre une température plus élevée que son point d'ébullition à pression ambiante. Par contre, à un moment donné, la pression est tellement grande que l'eau commence à sortir tranquillement. Et en sortant, la pression diminue dans le réseau de conduite, ce qui fait que l'eau qui était plus chaude que son point d'ébullition, mais toujours liquide à cause de la pression, se met à bouillir d'un coup et explose soudainement sous forme de gaz. Ce gaz est alors expulsé de la cheminée et entraîne le reste de l'eau, ce qui crée un geyser. L'eau recommence alors à s'accumuler dans les conduites et la pression à monter et le processus recommence. C'est donc vraiment juste ça la différence entre une source thermale et un geyser. Pour la source, l'eau chaude va remonter lentement à la surface sans trop d'obstruction, mais pour le geyser, il va y avoir des conditions d'écoulement particulières qui vont mener l'eau à accumuler de la pression puis à la relâcher d'un coup. C'est aussi pour ça que les geysers sont très rares, mais aussi très fragiles. En effet, le moindre changement dans les conditions d'écoulement et le geyser peut devenir dormant ou même s'éteindre. Le simple fait de jeter des débris dans un geyser ou de puiser de l'eau trop près peut le détruire. Pour finir l'épisode sur une note un peu plus positive, voilà quelques statistiques sur les geysers. Savez-vous que les geysers sont tellement rares qu'on en recense à peine 1 millier dans le monde, dont près de la moitié se retrouve dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Aussi, le plus grand geyser au monde est justement situé à Yellowstone et ses éruptions atteignent près de 90 à 110 mètres de haut. C'est presque la hauteur du 2e étage de la Tour Eiffel ou celle d'un immeuble d'environ 30 étages si vous préférez. Il s'agit du Steamboat Geyser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis bonne chance dans la vie.